Bonjour, bon après-midi. Aujourd'hui, notre émission est réservée aux associations de défense. Vous savez que récemment, le gouvernement a pris pour elles un certain nombre de mesures pour faciliter leur participation à l'élaboration du cadre de vie. Et nous avons choisi de leur donner la parole pour qu'elles expriment leur opinion sur ces mesures et qu'elles disent ce qu'elles en pensent à M. Fosset, qui est ministre de la Qualité de la Vie et qui avait présenté ses propositions au gouvernement. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais vous présenter quelqu'un dont vous connaissez sûrement le nom, mais dont vous ne connaissez peut-être pas le visage. C'est Jean Vuaille, qui est l'animateur de l'agence de presse pour l'environnement, c'est ça? L'agence Presse Environnement. C'est ça, quelque chose qui n'est pas nouveau. Seulement, il y a une chose qui est nouvelle, c'est que vous avez créé une revue qui s'appelle Piaf, qui est destinée aux associations, c'est bien ça? C'est exact. Oui. Alors, cet organisme sert à quoi exactement? Eh bien, elle n'est surtout pas un organe de défense de l'environnement au sens où on le prend généralement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la voix des associations. Elle sert aux associations à faire entendre leur voix. Elle est un outil de travail pour les associations. Car vous savez que ces associations, très souvent, manquent d'informations sur leur activité, sur l'activité qu'elles pourraient avoir, sur les événements qui les concernent et qui se passent à l'échelon national, même sur les décisions du gouvernement qui pourraient motiver leur action. Alors cette action, justement, vous leur donnez des conseils pour se créer, pour se gérer, etc. Oui, nous leur donnons aussi des conseils juridiques qui paraissent simples, mais qui souvent ne sont pas en leur possession, c'est-à-dire comment créer une association, d'accord, mais ensuite comment la gérer, comment constituer un conseil d'administration, comment les cotisations peuvent être calculées, comment elles peuvent être recouvrées. Et d'autre part, nous répondons également aux questions que nous posent nos abonnés. Et alors, est-ce qu'ils peuvent écrire des articles chez vous, non? Ils peuvent nous donner des informations dans la mesure où ce sont des informations qui sont utiles aux autres. Mais je répète bien que nous ne sommes pas leur voix. C'est à elles d'avoir un organe d'expression vis-à-vis de l'extérieur. Très bien. Et on vous écrit où pour s'abonner à Piaf? On nous écrit tout simplement à Piaf, 89 rue de Monceau, Paris 8e. Montrez quelle tête ça a, montrez à la caméra. Là. Voilà, c'est un petit Piaf. C'est hebdomadaire? C'est toutes les 3 semaines. Et il y a un certain nombre de numéros par saison et nous changeons de couleur de papier à chaque saison, ce qui est, je crois, très écologique. Bien. À propos d'écologie, nous allons maintenant nous retrouver chez le ministre de la Qualité de la Vie, M. Fosset, qui va répondre aux questions que lui ont posées toutes les associations de défense importantes de ce pays. Monsieur le ministre, vous voilà récemment installé et l'une de vos premières mesures a été de s'intéresser aux associations. Vous avez fait une communication au Conseil des ministres. Oui, le 25 février. Voilà, il y a eu des décisions de prise en faveur des associations et de leur participation au cadre de vie, à l'élaboration du cadre de vie. Et alors, moi, je suis allé voir les associations pour leur demander ce qu'elles en pensaient. Alors, elles m'ont dit, écoutez, tout ça, c'est très bien, mais nous, on demande à voir. On demande à voir pourquoi. Parce que des mesures ont déjà été prises bien avant vous et elles ne sont pas appliquées. Alors, si vous voulez, nous allons voir ensemble quelles sont ces récriminations des associations les unes après les autres. Et nous commencerons par le professeur André, qui anime la CEPANSO sur la côte aquitaine et qui a une question à vous poser sur le problème des centrales nucléaires. Monsieur le ministre, notre association s'est opposée à la construction d'une centrale nucléaire à Bro et Saint-Louis parce qu'essentiellement, aucune étude écologique n'avait été faite pour prévoir l'impact de cette usine sur l'environnement. Lors de l'enquête d'utilité publique, 30 000 habitants de la région ont approuvé la position de la CEPANSO. Malgré cela, les pouvoirs publics ont passé outre et cette centrale nucléaire est actuellement en voie de construction. Or, dans une déclaration récente faite à la presse par M. Paul Granet, secrétaire d'État à l'Environnement, il est dit que la centrale de Nogent-sur-Seine, que l'on va construire actuellement près de Paris, ne sera pas commencée tant qu'une enquête écologique préalable
susceptible de prévoir l'impact de cette centrale sur l'environnement n'aura pas été faite. Alors nous nous félicitons de cela, mais nous sommes consternés qu'il y ait de poids et de mesures, car l'équilibre écologique de l'estuaire de la Gironde est à bien des égards aussi intéressant, voire aussi fragile que celui de la Seine. Pourquoi, monsieur le ministre, cette prudence raisonnable à Paris et pas ailleurs? Vous avez posé le cas particulier de l'usine de Brault-Saint-Louis. Les études qui ont été faites au moment de l'enquête d'utilité publique, en novembre et décembre 1974, n'étaient pas aussi complètes que le ministère de la Qualité de la Vie le souhaitait. Elles ont donc été poursuivies et complétées en associant, entre autres, et vous allez voir que la liste des associés est importante, le laboratoire municipal de Bordeaux, le Bureau de recherche géologique et minière, l'Institut universitaire de biologie marine de Bordeaux, le CNEXO, le Centre technique du génie rural et des eaux et forêts, l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes. Aujourd'hui, on peut dire que les études sur Brault-Saint-Louis sont très avancées et que l'on pourra prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver l'environnement dans cette zone. C'est ainsi, par exemple, que pour éviter les rejets de chaleur trop abondants, il est envisagé de mettre en circuit fermé les 3e et 4e tranches de la centrale. Alors, vous parlez de Nogent-sur-Seine. En ce qui concerne Nogent-sur-Seine, on en est tout à fait à l'étude préliminaire, et ce sont les études qui, dans le cadre que j'ai indiqué, qui se sont déroulées pour Brault, qui se dérouleront pour Nogent avant que la décision soit prise. Il y a donc, voyez-vous, similitude de procédure. Monsieur le ministre, à propos de cette question, je voudrais vous demander si vous approuvez l'attitude de l'EDF, notamment par exemple à Gravelines, où elle s'est installée sans même que des études préalables sérieuses aient été faites. Écoutez, désormais, c'est une chose tout à fait impossible, et qui va le devenir, car nous allons discuter au Parlement, et je pense que le Parlement votera, la loi sur la protection de la nature qui prescrit par la loi, par conséquent, une étude d'impact sur tous les grands projets. Et par conséquent, il sera impossible d'aboutir à des choses comme celles que vous indiquez. Je dois dire cependant que sans même attendre le vote de cette loi, EDF, depuis un certain temps, se plie très normalement et avec beaucoup de cordialité, je dirais, aux prescriptions qu'a imposées le ministère de la Santé publique, de la qualité de la vie, qui est responsable des problèmes d'environnement et non pas des problèmes de sécurité à l'intérieur des centrales qui dépendent, eux, du ministère de l'Industrie et de la Recherche, ou des problèmes relatifs à la santé publique qui dépendent, eux, du ministère de la Santé. Très bien. Il y a M. Richard, vous savez, M. Richard qui préside l'URVN sur la Côte d'Azur, qui, lui, n'est pas content d'un certain nombre de choses, et il va aussi vous poser un certain nombre de questions très précises. Prenons l'affaire des calanques. Cossina, pendant 11 ans, se bat pour faire casser les calanques. Elles sont classées. On crée un groupement intersyndical. Nous demandons à y être entendus, car nous sommes modestes. Que répond Monsieur le Préfet? Nous jugerons de l'opportunité de vous convoquer. J'ai le document, vous pourrez le constater. Monsieur le ministre, nous disons que si nous devons nous concerter, il serait temps, dans ce cas, de passer à exécution. Les calanques seront gérées par un syndicat mixte. Or, un syndicat mixte réunit des représentants de collectivités publiques, départements, dans le cas précis le département des Bouches-du-Rhône, ou communes, dans le cas précis, ville de Marseille et de Cassis. Il n'est donc pas possible d'intégrer dans les syndicats mixtes les associations. Par contre, nous avons demandé au préfet, et nous avons insisté sur ce point, que les associations soient consultées par le syndicat mixte et que même elles soient associées à des tâches de gestion des sites. Je pense qu'ainsi votre question recevra satisfaction. Vous ne trouvez pas qu'il est normal que l'association Cossina, en l'occurrence, en ait gros sur le cœur? Eh bien, vous savez, il faut, quand on mène une action, on rencontre toujours quelques obstacles. Le vrai courage consiste à les surmonter. Dans la persévérance, c'est ce que vous avez fait. Je crois que vos efforts vont aboutir à des résultats concrets. Autre question de M. Richard.
la loi sur le conservatoire du littoral a, comme vous le savez, monsieur le ministre, laissé aux seuls élus le soin de siéger dans les comités départementaux ou régionaux. Nous avons demandé à y être entendus. Ce n'est donc pas possible. Nous nous sommes rabattus sur les commissions départementales des rivages, car elles existent. Réponse, là encore j'ai le document, on nous dit simplement que le ministère étant représenté dans la commission, nous avons satisfaction. Monsieur le ministre, je ne savais pas que j'étais votre représentant. Si c'était vrai, ça serait bien commode. Vous exprimez ici une déception que je comprends parce que vous pensez que vous êtes exclu du Conservatoire du littoral. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Il est vrai que les conseils de rivage regroupent les élus du canton. Mais le Conservatoire au plan national comporte des représentants, des personnes qualifiées qui seront désignés parmi les représentants des associations. L'effort que vous avez fait, M. Richard, en créant un organisme de liaison des associations au plan national, facilitera cette désignation et se met l'occasion de vous féliciter de cet effort que vous avez accompli. Monsieur Richard, vous vous entendez bien avec les représentants régionaux du ministère de la Qualité de la Vie? Certainement, très bien. Seulement, encore une question que je me permets de poser à monsieur le ministre, va-t-on leur donner les moyens de leur politique? 2 exemples. Nous étions récemment au Pradet. Nous posons la question à votre représentant, qui nous a fait l'honneur d'être des nôtres, et qui nous a salués en votre nom. Réponse du DRE, que voulez-vous que je fasse? J'avais une secrétaire qui m'avait été prêtée par le préfet, on me l'a retirée. 2e exemple, vous savez qu'en Bretagne, nous avons de nombreuses relations avec l'URBE. Nous avons aidé à les créer. Je collabore aussi avec le DRE. Il m'a dit textuellement, on nous oblige à papillonner car nous n'avons pas les moyens de suivre tous les dossiers qui nous sont soumis. Alors, monsieur le ministre, une requête, elle s'adresse d'ailleurs en même temps au gouvernement. J'espère que sur votre demande, il vous donnera les crédits nécessaires pour que vos DRE puissent nous épauler sérieusement, car ils sont nos correspondants régionaux, locaux et permanents. Il est vrai que nous avons mis en place au travers du territoire 21 délégués régionaux à l'environnement qui ne disposent pas peut-être de tous les moyens administratifs nécessaires. C'est la raison pour laquelle je me suis fixé pour priorité de les doter de ces moyens administratifs. Et dès cette année, malgré les restrictions budgétaires qui sont imposées à mon ministère comme aux autres, nous pourrons déjà les doter d'un certain secrétariat. Cet effort sera poursuivi en 1977. Mais j'ajoute, parce que ceci est important, que nous allons créer l'atelier central d'environnement dont M. Paul Granet a parlé l'autre jour dans sa conférence de presse, et que cet atelier central apportera aux délégués régionaux à l'environnement un appui extrêmement important en ce qui concerne l'évaluation écologique des grands projets d'équipement du point de vue de leurs conséquences. Vous ne trouvez pas que les préfets pourraient peut-être se sentir un peu solidaires de l'action gouvernementale? Mais les préfets, cher monsieur, sont tout à fait solidaires, et non seulement solidaires, mais ils suivent les directives qui leur sont données par le gouvernement. En retirant des secrétaires à vos DRE? Ah non, les DRE ne sont pas placés sous l'autorité du préfet. Nous parlerons tout à l'heure des bureaux départementaux de l'environnement, c'est une autre affaire, mais les DRE sont des inspecteurs généraux de l'administration de la qualité de la vie. Ils ne sont donc pas placés sous l'autorité des préfets. Simplement, au titre des fonctions du préfet qui ont fait le chef des services dans sa région, et ce sont des inspecteurs régionaux, ils collaborent, ils sont les conseillers des préfets et non pas des fonctionnaires placés sous leur autorité. À Paris, monsieur le ministre, il y a beaucoup de problèmes, vous le savez. Paris, c'est 2,5 millions d'habitants, la région parisienne 10 millions, le 5e de la France. Monsieur Fabrelus préside SOS Paris, qui fédère, grosso modo, quelques 60 associations, et il trouve que l'administration se moque un peu de lui. À Paris, n'est-ce pas, puisque je représente une association parisienne, nous avons à nous plaindre, et le problème n'est pas spécifique à Paris, mais il se pose particulièrement peut-être à Paris à cause de son statut, qui a été longtemps spécial et qui le reste encore. Nous avons à nous plaindre de ne pas être pris en considération par les autorités d'une façon, disons, régulière, constante. Je prends un exemple, et tout récent, c'est une loi qui a été votée à la fin de l'année dernière par le Parlement, qui porte réforme du statut administratif de la ville de Paris,
Et dans cette loi prévoit que sont instituées des commissions d'arrondissement. C'est une disposition intéressante puisqu'elle prévoit une sorte d'échelon démocratique, si vous voulez, au niveau du quartier. Mais dans cette commission d'arrondissement, on ne parle pas d'association. Et on parle de personnalités représentatives du quartier, ça peut être tout autre chose évidemment que des associations représentatives des intérêts de l'environnement. Alors moi je pose la question, est-ce que c'est comme ça que l'environnement sera représenté localement à Paris? Bien, Monsieur Fabrelius, Monsieur Berriot rappelait tout à l'heure la communication que j'ai faite au Conseil des ministres le 25 février dernier, et à la suite de cette communication, le Conseil des ministres a pris un certain nombre de décisions, notamment de recommander que le choix des personnes qualifiées dans les organismes de gestion soit fixé prioritairement en faveur des représentants des associations. Par ailleurs, chaque année, le préfet, dans tout département, convoquera une réunion à laquelle seront conviés à la fois les élus et les représentants des associations pour les tenir informés de tous les problèmes qui concernent l'environnement et la qualité de la vie. Vous parlez du cas particulier de Paris, et non pas de la région parisienne, Paris qui compte 2,5 millions d'habitants, avec avec la loi qui vient d'être votée sur l'organisation de Paris. Il est vrai qu'il y aura des personnes qualifiées dans les conseils d'arrondissement. Ces personnes qualifiées pourront être choisies indifféremment parmi les représentants d'associations, et en particulier parmi les représentants d'associations s'occupant de l'environnement, ou parmi toutes les autres personnes qui sont qualifiées. Il ne faut pas d'exclusivisme dans ce domaine, il faut ouvrir les portes à tous ceux qui, valablement, peuvent exprimer les intérêts de l'arrondissement en ce qui concerne le Conseil de Paris. Madame Dupeyrat est la présidente de l'Amicale des Vallées, une association qui en Normandie groupe aussi quelques dizaines d'associations et qui se bat notamment contre les ballastières et les gravières et pour la préservation d'un certain nombre de sites. Or, Madame Dupeyrat est fort mari car le préfet ne souhaite pas, semble-t-il, d'après elle, l'avoir dans la commission des sites. Nous existons depuis 11 ans et il y a 2 ans, nous avons demandé, j'ai demandé au préfet de faire partie de la commission des sites, comme on nous le suggère. Et il m'a répondu que d'abord, on allait demander aux fonctionnaires si ça leur convenait que j'y sois. Il faudrait qu'ils soient des héros et des saints. Et en plus, après, eh bien, on m'a dit qu'il n'y avait plus de place. Alors peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y en aura. Qui sait? En ce qui concerne alors la représentation des associations à la commission des sites, je puis vous indiquer qu'au départ, il était prévu des postes pour les personnes qualifiées et que depuis, il a été demandé au préfet de choisir les personnes qualifiées lors du renouvellement de leur mandat parmi les représentants d'associations. Naturellement, il y a 2 ou 3 postes de personnes qualifiées dans les commissions, il faut attendre le renouvellement des mandats et il y a de nombreuses associations. Il faut donc que les associations se concertent pour donner des avis quant à la désignation et naturellement qu'elles aient un peu de patience, attendre que les postes actuellement occupés soient libérés. C'est pas un alibi, ça, monsieur le ministre? Ce n'est pas du tout un alibi. Les postes sont occupés, il faut attendre qu'ils soient libérés, c'est facile à contrôler. Ça fait 11 ans qu'elle existe, Madame Dupeyrat. Oui, mais il y a 11 ans, la désignation des personnes qualifiées ne se faisait pas au sein des associations. Le fait nouveau, et il est récent, c'est que nous avons donné au préfet instruction de prendre prioritairement les personnes qualifiées parmi les représentants des associations. Ceci est un fait nouveau. Oui. C'est bien de prendre les représentants des associations. Ce serait encore mieux si on les faisait travailler. Je vous prends un exemple. Monsieur Vignon, en Picardie, est un expert écologiste. Il a été désigné comme tel. Écoutez ce qu'il vous dit. J'ai été désigné effectivement en octobre 1974 comme expert en écologie près le préfet de région Picardie, en particulier pour la vallée de la Somme et le littoral picard. Or, à cette date, la commission des rivages de la mer, saisie d'un problème de concession à charge d'endigage, avait décidé en mai 1975 de me consulter avant de prendre sa décision. J'attends toujours de ses nouvelles. Et ce n'est que sur un problème que j'estime à certains égards mineur, c'est-à-dire de mise en réserve naturelle de certains secteurs de la baie de Somme, que, suite à une réunion de la commission des sites du département de la Somme, j'ai été enfin consulté en décembre 1975. Alors on peut se demander si c'est réellement une parodie de concertation ou si on envisage réellement, comme le stipulaient les textes de M. Robert Poujade, une réelle association des experts en écologie au grand projet d'aménagement du territoire.
Eh bien, Monsieur Vignon, vous avez été nommé expert écologiste, en effet, le 18 octobre 1974, en application de 2 circulaires interministérielles qui ont demandé au préfet de désigner des experts dans les différentes disciplines de l'écologie. Depuis lors, le préfet vous a chargé, je crois, de présenter à la commission départementale des sites un rapport sur l'ensemble du littoral, et c'est au cours d'une réunion du 8 décembre dernier que vous avez présenté ce rapport. Naturellement, les demandes sont faites pour que votre activité soit employée peut-être davantage en liaison avec la direction des services d'équipement. Naturellement, les services d'équipement sont des services techniques qui sont un peu soucieux de leurs propres études, mais nous poussons pour notre part à ce que les conseils d'experts écologistes soient requis et, dans toute la mesure du possible, suivis. Et Monsieur le ministre, le cas de Monsieur Vignon est assez typique. On se demande si d'une certaine manière la concertation n'est pas octroyée, et si c'est pas une façon de donner comme ça quelques miettes aux associations et pour éviter de les faire participer réellement. Non, vous savez, c'est tout de même une méthode nouvelle que l'on emploie, et il faut comprendre que des techniciens qui sont habitués à travailler seuls éprouvent quelques réserves à l'égard d'innovation. Petit à petit, tout de même, on entre dans la voie d'une évolution que personnellement je souhaite. Naturellement, il faut que les représentants d'associations, que les experts tiennent compte des réalités. Nous n'avons pas pour objet d'arrêter l'expansion, par exemple. Nous avons pour objet qu'elle se réalise dans la conservation des équilibres. Alors, si on est vraiment dans cette disposition d'esprit, je crois que même du côté de l'administration, les esprits ont évolué suffisamment pour qu'il soit possible d'entretenir un dialogue permanent et fécond avec les représentants des associations. À quoi sert un bureau de l'environnement? Ah, voilà une très bonne question. Madame Dupeyrat va vous la poser. Les bureaux de l'environnement partent d'une très bonne idée. Seulement, en fait, ils servent surtout à faire des rapports au préfet contre les gens qui essayent à se défendre. Il y a là une ambiguïté qu'il faudrait tout de même écarter. Après, il servira à quelque chose. Eh bien, Madame Dupeyrat, comme je le disais à l'instant, c'est une très bonne question. À l'inverse d'administrations plus anciennes, notre ministère de la qualité de la vie ne dispose pas de services extérieurs. Le préfet est donc le représentant du ministre de la qualité de la vie dans son département, comme il est d'ailleurs le représentant de tous les ministres et le chef des services extérieurs des ministres. C'est le préfet qui est le représentant du ministre de la qualité de la vie, et il a été demandé au préfet, pour exercer cette fonction, de constituer dans chaque préfecture un bureau départemental de l'environnement. Naturellement, notre ministère étant de création récente, il y avait quelques adaptations à faire. Il y a donc eu une première circulaire en 1972 et puis une seconde circulaire en 1975 qui a précisé, cette circulaire émanait du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Qualité de la Vie, elle a précisé ce qu'étaient les attributions des bureaux départementaux de l'environnement. C'est l'information du public, vous le demandiez, eh bien, c'est la première des missions du bureau, la coordination des services et la programmation. Naturellement, vous pensez à des problèmes particuliers concernant l'Eure, eh bien, il est vrai que dans ce département, des problèmes sont posés par l'ouverture de ballastières ou de gravières dans la vallée de l'Eure. Dans la mesure où il se rapporte à la détérioration des sites, il relève de ce bureau qui peut être chargé par le préfet de constituer les dossiers nécessaires, d'instruire les réclamations, les demandes et les suites à donner. Il arrive qu'il y ait conflit entre l'intérêt économique et l'intérêt de l'environnement. Et dans ce cas-là, alors, c'est le délégué régional à l'environnement qui est chargé d'arbitrer après rapport du préfet avec le concours du bureau départemental de l'environnement.
Donc ces bureaux existent, sont constitués, leurs missions sont bien établies. Le problème maintenant, c'est que la mise en place se fasse non seulement dans le domaine administratif, mais aussi dans le domaine des esprits, et que ces bureaux sachent bien qu'ils sont les interlocuteurs habituels du public. Monsieur le ministre, vous parlez d'état d'esprit. Je voudrais vous demander à ce propos, vous trouvez que les préfets sont des bons ou des mauvais esprits? Je trouve que les préfets sont d'excellents esprits et qu'ils sont soucieux d'appliquer rigoureusement la politique du gouvernement. Naturellement, il y a toujours des problèmes de personnes qui existent, on ne peut pas les éviter, mais dans leur ensemble, les préfets suivent les consignes que donne le gouvernement, notamment en matière de rapport, en matière de problèmes d'environnement. Et quand ils ne les suivent pas, vous avez les moyens de les fustiger un peu ou pas? Je n'ai pas besoin de les fustiger, il suffit de leur rappeler, d'ailleurs ils les suivent, mais enfin quand il y a quelques petits problèmes, on leur rappelle quelle est la politique du gouvernement, et ça m'est d'ailleurs l'occasion, comme nouveau ministre de la qualité de la vie, de leur exprimer ma gratitude pour la collaboration précieuse qu'ils m'apportent.